Santé à tous, j'espère que vous êtes bien installés confortablement pour cette prochaine heure et puis on va commencer gentiment déjà par vous montrer comment choisir le pendule. Bon, un petit peu sèche. Ok, alors sur cet écran-là, voilà, donc sur cet écran qui est ici, j'ai disposé différentes sortes de pendules. Ce que vous pouvez voir, il y en a un qui est en pierre, celui est en métal, en bois, en sable, en bois, et puis ça, c'est un petit particule. Déjà, ce qu'il y a d'important de savoir, c'est qu'un pendule, c'est un outil visuel. C'est un outil qui va nous transmettre une information, mais c'est ces pendules-là qui sont un outil qui vont nous dire le oui et le non, qui vont faire la mesure. C'est notre corps qui est l'outil de communication, mais c'est un travail qui se fait en connexion avec, en haut, selon nos croyances. D'accord? Donc, ça veut dire que qu'on s'adresse, en fait, pour poser une question, bien pour mesurer quelque chose, c'est quelque chose que l'on fait en connexion, donc en communication avec, selon mes croyances, avec, en haut, avec l'univers, avec la source, qui va transmettre l'information à notre outil de communication qui est le corps, et qui va nous donner les informations via le pendule qui va interpréter, si vous voulez bien, visuellement l'information qui est reçue. D'accord? Je ferai des petites pauses. Je vois qu'il y a beaucoup d'écriture. Je reviendrai en arrière après sur les commentaires. Vous pouvez seulement poser des questions. J'y répondrai. J'y répondrai sinon à la fin du live ou bien encore demain si j'ai pas le temps si j'ai pas le temps de répondre à tout cela. D'accord? Voilà. Posez des questions. Non, ça, je ne vais pas prédire l'avenir, mais peut-être qu'il y a des personnes qui y arrivent et puis au travers du pendule. Voilà. Alors, pour vous présenter le premier pendule, c'est celui-là. Là. Donc ça, c'était mon premier pendule. D'accord? C'est un pendule qui est en améthyste. C'était à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ce monde invisible au travers au travers de la lithothérapie. Je vous montre ici. Voilà. Donc du coup, mon premier pendule, ça a été un pendule qui était en pierre. Et c'est un pendule que, pour le choisir, en fait, comme en lithothérapie, il y a une croyance qui dit que c'est pas nous qui choisissons la pierre, mais c'est la pierre qui nous choisit. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce pendule en améthyste. C'est que je suis allé dans un magasin qui vendait des pierres de litho, et puis je boutiquais, je prenais une pierre, je regardais comme ça, etc. Le pendule, au début, ça ne me parlait pas du tout, parce que j'ai l'impression d'être un professeur tournesol ou une Madame Irma. Et puis, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, je suis arrivé devant la caisse et puis j'avais ce pendule qui était dans la main, comme ça. Puis je me suis dit, bon, ben voilà, c'est un signe comme quoi je dois le prendre, je verrai bien ce que j'en fais. Je trouvais que c'était quand même assez particulier, puis pas trop viril d'avoir un pendule en améthyste qui est mauve, rose, etc. Donc, dans mon mental, je me suis dit, la semaine d'après, je vais aller chercher un truc qui est un peu plus viril, un peu plus costaud, un truc qui fait un peu mal, quoi. Et, euh, et du coup, je suis allé acheter un pendule en spirale métallique qui était comme ça, gros. Je me dis, ah, c'est un truc pour de la géométrie sacrée, c'est un truc que je peux sortir, j'aurais pas trop honte et tout ça. Et ben, c'est ce fameux pendule que je vous ai expliqué lors du premier GeoBio Live que j'ai perdu au bout d'une semaine. Il a quelque part dans ma cave, hein, très certainement, mais je ne sais pas où. Pourtant, j'ai rangé, je l'ai recherché. C'est vraiment un pendule que j'ai perdu. Donc, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Au travers de ce live, eh ben, on va discuter aussi de comment l'utiliser, comment appréhender, et, comment le choisir. Donc, pour mon premier pendule, c'est le pendule qui m'a choisi et pas l'inverse. Après, j'ai recherché encore d'autres pendules, les affinités que je pouvais avoir, etc. Merci, salut chérie. Ouais, puis il me fait un petit like sur ma vidéo, c'est gentil. Voilà, pour la métiste. Ensuite, le deuxième, euh, le deuxième pendule que j'ai, c'est un pendule que j'ai pas beaucoup utilisé, qui est en métal. Je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être précis pour faire de la recherche sur le plan. Et puis en fait, je
me suis aperçu que j'arrivais assez bien avec toutes sortes de pendules à faire des recherches sur plomb, etc. Donc, je l'utilise pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de feeling sur lui. Le troisième, c'est un pendule qui est en bois. Alors, ce pendule-là, c'est un des derniers que j'ai acheté. J'aime bien parce qu'il est assez lourd, mais il est en bois, et puis je le trouve assez sobre, et puis étonnamment, ben, il fonctionne très bien hein, pour tout ce qui est convention, etc. J'étais très content, j'ai rien trouvé de spécial, il a aussi un peu sauté dans mes mains comme ça. Ensuite, il y a ce pendule-là, c'est un pendule de Thoth. C'est un pendule qui est un petit peu particulier, c'est avec du sable de silice qui était pris vers les pyramides en Égypte ou quelque chose comme ça. Et il paraîtrait qu'il est en émetteur et récepteur. Mais étant donné que je pense que c'est notre corps qui est émetteur et récepteur, je ne suis pas forcément convaincu que le pendule le fasse. Quoi. Mais dans tous les cas, c'est le pendule avec lequel je travaille tout le temps quand je fais les harmonisations, quand je fais les travaux dans les maisons, les travaux de nettoyage, d'harmonisation. C'est un pendule que j'aime avoir avec moi et puis que j'aime travailler aussi par rapport à son poids. On reviendra après à la dimension, à l'importance d'avoir un pendule qui a du poids en géobiologie. Voilà, là, le prochain pendule, celui-là, c'est un pendule que j'ai créé la semaine passée. Je vais faire un petit peu de pub. Hein. C'est un pendule que j'ai créé la semaine passée sur un tour à bois. En fait, je suis allé il y a quelques temps dans une forêt au-dessus de Ferrer pour donner un petit coup de main pour lutter contre le buis. Et puis, moi, j'ai ramassé une ou deux branches qui traînaient par terre, qui étaient coupées. Et puis, le buis, c'est un bois qui a si on veut bien, une croissance qui est très lente. Donc, pour avoir un diamètre de 5 cm, c'est un bois qui a plus de 50 ans. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage de le laisser un peu comme ça. C'est un bois qui a une certaine valeur historique, si on veut bien. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire un petit pendule. Puis, bah, le résultat, je le trouve assez sympa de pouvoir voir tous ces dessins, tous ces sillons comme cela, voilà. Salut Roger, vive les cailloux. Tu te répètes un petit peu, Roger. Et du coup, je trouvais assez sympa de l'avoir. Et le dernier pendule, voilà, c'est simplement, je vous le montre, hein, c'est tout bête, mais c'est un écrou. Voilà, je vous le remontre, voilà. C'est simplement une ficelle et puis un écrou. Parce que le principe du pendule, c'est d'avoir un poids qui est suspendu, quelque chose d'assez lourd qui est suspendu pour pouvoir ensuite euh, faire tourner à gauche, à droite, etc., pour donner des indications. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'important, c'est cette connexion, c'est d'avoir les bons gestes, c'est de savoir comment l'utiliser. Le pendule, en fin de compte, il apporte un peu, mais c'est une histoire d'affinité. C'est une histoire d'affinité, de l'utilisation qu'on veut avoir. Par rapport à l'utilisation, en étant un homme, j'ai les mains qui sont un petit peu plus grosses que les femmes, normalement. Et du coup, je privilégie plutôt des pendules qui ont un certain volume, qui ont un certain poids. D'où mon choix du pendule de Thoth, ou bien de créer un pendule qui est un petit peu plus gros. On peut voir qu'ils sont plus ou moins de la même dimension. Mais c'est aussi dû au fait que la géobiologie, je la pratique beaucoup à l'extérieur. Et en ayant par exemple, des pendules qui sont pas très lourds, qui sont pas tellement lestés, si ça souffle, s'il y a du vent, ça peut influencer sur le fonctionnement du, de l'écrou, du pendule. Donc voilà, prenez-vous pas la tête sur le pendule que vous choisissez, prenez celui selon votre intuition, celui qui vous parle le plus, qui soit dans une certaine qualité, d'un certain type, d'une certaine forme. Ça peut avoir son importance, mais je pense que pour le début, c'est pas forcément très important parce qu'après, vous allez certainement partir dans une direction ou dans l'autre, et puis peut-être changer d'outil, peut-être vous sensibiliser à autre chose. Et puis, le but, c'est vraiment de faire une initiation avec un pendule qui est facile, qui vous parle, puis comme ça, vous serez à l'aise avec. Voilà. Je fais un petit check sur les questions. Alors,
Un pouce bleu de tes enfants. Merci, chérie. Voilà. Vive les cailloux. Alors, posez seulement les questions, hein, il n'y a pas de problème. J'y réponds tout à l'heure. Voilà. Le check, il a été vite fait. C'est réglé. On continue. Donc, je regarde toujours ma petite liste à côté. La matière, le poids, la taille, c'est OK. Le pendule, c'est un outil visuel, un support, le corps, un moyen de communication. Le travail, il se fait en connexion. Donc, pour être en connexion, à partir du moment qu'on a cette sensibilité, cette ouverture, voilà. Donc, vous connaissez la connexion avec le canal. Moi, j'aime bien être bien ancré. Donc, souvent, pour faire le travail avec le pendule, je m'ancre avec les pieds. Je travaille des fois à pieds nus, c'est plus facile pour moi de ressentir le sol. Et c'est une fois que mon ancrage il est bien fait, tac, on ouvre le canal, et puis c'est là qu'on est dans la verticalité, que j'arrive à recevoir ces informations. Comme je vous avais parlé une fois, j'ai de la claire information, donc l'information pour moi elle vient directement comme ça, et pas forcément avec de la clairvoyance, la clairaudience, etc. Ensuite, le deuxième le point qui est très important une fois que vous avez acquis euh, votre, euh, votre pendule, c'est de définir les conventions, mais aussi qui s'habituent à votre énergie. Comme je vous avais expliqué, le, on est vibration, tout est fréquence et vibration dans l'univers. Donc, vous vibrez à un certain taux, et le pendule que vous allez choisir va vibrer aussi à un certain taux. Donc, ce que je propose, et ce que j'ai fait aussi, c'est que quand j'achète un nouveau pendule, en général, je le garde pendant une semaine dans ma poche. Plus ou moins une semaine, hein, des fois 5 jours, des fois 7 jours, des fois plus. C'est vraiment selon votre intuition, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est vous achetez un pendule et ensuite vous le mettez dans votre poche pendant une semaine et puis vous le faites comme si de rien n'était, quoi. Vivez votre vie. Au bout d'une semaine, vous pourrez faire un test. Normalement, il répondra un petit peu mieux. Donc, le test, moi, je vais vous le proposer. Je vois que Richard, tu as demandé comment on définit la convention. On va y passer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pendule? Je vais prendre celui-là, là. Bien sûr que j'ai plus l'habitude. Vous pouvez voir, hein, même mon petit pendule là d'améthyste, le premier, ben, il a la pointe qui est cassée. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, on va faire un petit peu les on va faire aussi un petit peu les alors, purification. Voilà. Je vais noter purification. Alors, tac. Je pose vite, je disparais quelques minutes, quelques secondes, je pose vite les pendules au sol. Voilà. Concernant les conventions, donc vous avez votre pendule, vous avez mis pendant une semaine dans votre poche. Maintenant, vous allez commencer à travailler avec le pendule et il va falloir définir des conventions. Les conventions, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vous pouvez faire ce test une fois avant de le mettre dans votre poche et puis une fois au bout d'une semaine, vous allez voir comme c'est différent. Donc, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez oui, non. Alors, après, je prends le pendule. Le pendule, je place toujours toute la chaîne dans la main. Je vous montre comme ça. Toute la chaîne de la main. Ensuite, je pince avec 2 doigts. Et puis la longueur de chaîne, bah, elle dépend un peu de ce que j'ai envie encore un peu de mon humeur, et puis un peu de ce que j'ai envie de faire, etc. Ça, c'est vraiment au feeling. Et du coup, vous vous retrouvez avec un pendule, voilà, comme ça. Le bras à 90 degrés, et puis je vais mettre au-dessus de la feuille, et puis je vais lui mettre un oui. Alors, peut-être, comment je peux faire pour que vous voyez le oui? En fait, le pendule, il va se mettre à tourner dans un sens. Quand je suis dessus, il tourne dans un sens. Et je passe après sur le nombre, il tourne dans l'autre sens. Alors, peut-être avec l'autre caméra, ça serait mieux.
On voit pas beaucoup la différence. Comment faire? Voilà. Donc, si je me mets, là, il y a le oui. Le oui, il tourne dans un sens. Et puis le non, il tourne dans l'autre sens. Voilà. OK? Peut-être essayer avec un autre pendule qui se verra mieux. Alors, est-ce que celui-là, ça se voit mieux? Je n'ai vraiment pas pris le bon angle de caméra, je m'excuse, je pensais que c'était bien. En fait, c'est vraiment passer avec votre pendule sur le oui, il va tourner dans un sens, et si vous passez avec votre pendule sur le non, il va s'arrêter et partir dans l'autre sens. Donc voilà, moi j'ai une certaine habitude de travailler avec ces pendules-là, donc ils réagissent assez rapidement. Et puis, il ne faut pas vous inquiéter si votre pendule, il hésite, s'il met un petit peu de temps, etc., avant de répondre, ou s'il ne s'arrête pas tout de suite. Là, je peux vous montrer avec mon pendule. Si, si je le mets comme ça, je lui dis décide-moi un oui, tac, il montre un oui, stop, il s'arrête, un non, il retourne dans l'autre sens. Voilà, c'est parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Peut-être que le vôtre, il va faire un peu plus comme ça, ou bien partir dans tous les sens. Ou, voilà, ça dépend de la convention. Donc la première convention, c'est ce oui. Donc vous écrivez le oui, vous écrivez le oui d'un côté. Peut-être que si je déplace un petit peu comme ça, je mets dessus, ouais, c'est difficile à voir. On voit que ça tourne un petit peu plus. Le oui, voilà, et puis alt, formule alt, le non. Voilà. Est-ce que vous avez de l'image encore ou bien pas? Je vois qu'il y a un message qui dit plus d'image. Merci Fred. Ok. Donc, comme j'ai dit, Denis, je vois ton message maintenant. Comme j'ai dit, Denis, ça, c'est vraiment quelque chose où je me base sur mon expérience, sur mes croyances et sur ma façon de faire. Comme j'ai dit au premier GeoBio Live, il y a peut-être d'autres manières de faire, d'autres croyances. Moi, j'explique juste comment je fais. Et le conseil de le mettre pendant une semaine dans la poche, pour moi, je trouve que ça a fonctionné. Après, libre à chacun de faire comme il le sent, comme il l'entend. Je ne pense pas détenir la vérité dans tout. Et voilà, dans ma pratique, c'est un conseil que je fais. La même chose au début, bah, c'est de purifier, c'est de nettoyer le pendule parce qu'il est exposé dans un magasin, il y a des gens qui sont passés, etc. Donc je pense que c'est important de pouvoir de le nettoyer avant de faire quoi que ce soit pour éviter qu'il y ait trop d'influence. Voilà. Donc pour la purification, c'est le même système. Si vous avez un pendule qui est en pierre, bah, c'est le même principe qu'avec les pierres. Moi, je le fais avec l'intention ou bien avec en le passant sous l'eau fraîche et puis avec l'intention de nettoyer cette pierre. Salut Yannick. Et avec l'intention de nettoyer cette pierre et puis de le faire comme ça, bien sûr qu'un pendule en bois, ça sera un petit peu plus compliqué de le mettre sous l'eau, ça risque de l'endommager. Pour le pendule en bois, il y a peut-être aussi une façon avec du sel, le mettre dans une coquille Saint-Jacques, il y a eu différentes choses de le faire. Moi, je travaille tout avec l'intention, avec la visualisation. Donc, quand je fais un nettoyage, je le fais avec l'intention et la visualisation comme si je l'avais, comme s'il y avait l'énergie qui partait en haut. Et, en général, ça fonctionne plutôt bien. Puis si vous le faites avec un pendule en métal, ben, passez-le sous l'eau, mais séchez-le après. Mais vous pouvez le purifier aussi avec les pierres, par exemple. C'est aussi un bon système de nettoyage, de nettoyage, mais ça, c'est vraiment propre à chacun, à sa façon qu'il a de nettoyer, d'harmoniser sa maison, de faire son nettoyage. Voilà. Et voilà. Je m'arrête un petit moment pour les questions. Je vois qu'il y a quelques questions qui viennent, quelques remarques. Alors,
Je reviens en arrière. Salut Cédric. Comment tu définis la convention? Richard, je t'ai montré pour le oui et le non. Le purifié, on vient d'en parler. Merci Vanessa. Bonne soirée. À bientôt. Voilà, Fredo, c'est tout bon. Alors, on fait debout ou assis, ça marche aussi. Daniel, ça marche aussi. Debout ou assis, ça marche. Mais l'important, c'est d'avoir les deux pieds qui sont à plat. Et puis, je montrerai après ma technique pour pouvoir le faire, parce que j'ai une technique avec la main pour recevoir les informations. Et voilà, donc je te montre un petit peu. Tu peux faire debout ou assis, il n'y a pas de problème. Ma compagne a une convention bizarre. Pour le oui, c'est comme toi, et pour le non, il balance de droite à gauche. Alors, ça peut être que la question peut être mal formulée. Si ça balance de droite à gauche, ça peut arriver que la formulation, que la question qu'elle pose n'est pas assez claire et qu'il ne comprend pas. Donc, du coup, ça me fait penser que je peux vous montrer un exercice à faire qui est assez rigolo. Voilà, je reprends, je change vite de caméra. Voilà. Exercice qui est intéressant. Donc, on avait le oui et le non. Ensuite, on a le point et le je sais pas. Le, le point et le je sais pas. Voilà. Donc j'ai écrit je sais pas. Et du coup, je prends mon pendule, je remets la chaîne dedans, la pensée comme ça, et puis je mets le je sais pas. Et le je sais pas, il tire la diagonale. Il va un peu dans tous les sens, c'est un peu pas très clair. D'accord? Donc le je sais pas, ou le je ne veux pas répondre, ça peut être des conventions. Là, le je ne veux pas répondre, pour moi, c'est un point. Donc, le pendule, il s'arrête sur le point et il vibre un peu. Il a une petite vibration comme ça, une petite oscillation. Et ça veut dire, pour moi, dans ma convention, je ne veux pas répondre. Voilà. Et puis, le je ne sais pas, je vais le dessiner comme ça. Ça fait un mouvement en travers comme ça. Voilà. Donc, c'est important de faire cette convention-là parce que chez certaines personnes, le oui peut être aussi une barre comme ça. Donc chez moi, le oui, c'est une spirale comme ça. Mais chez d'autres personnes, le oui peut être un trait comme ça. Et le non, chez moi, c'est une spirale qui est dans l'autre sens. Et chez des personnes, la convention peut être un trait dans l'autre sens comme ça. Donc du coup, si la convention chez la personne est un trait, il doit faire attention à demander quelle est la convention pour le je sais pas. La convention pour le je sais pas, bah, ça pourrait être un point, par exemple. Et puis, du coup, son je ne veux pas répondre, ça pourrait être une oscillation dans ce sens, par exemple. Donc ça, c'est important quand vous commencez avec votre pendule, c'est de faire ce système de convention pour savoir quelle est la convention que vous avez entre en haut, entre votre corps et le pendule. D'accord? Comme ça fait un lien, ça fait un lien de communication et tout ça. Puis une fois que vous êtes au clair avec cette convention, et ben là, vous pourrez commencer à travailler et puis à développer vos ressentis et vos connaissances. Je vois juste un petit verre. Voilà. OK? Donc j'espère que... Donc ça, c'est vraiment important de faire, c'est ces conventions-là, centrées sur un petit bout de papier. Voilà. Marie-Laure, tu as entendu aussi parfois de laisser sous l'oreiller. Écoute, moi, j'ai jamais entendu ça. Si ça te parle de le faire, ça peut être bien. Attention à la qualité de ce que c'est, quelle est la matière du pendule, quelle est la pierre, parce que ça reste quand même une pierre qui est taillée, et puis il y a des pierres qui vont dynamiser, il y a des pierres qui vont plutôt éviter les cauchemars, il y a des pierres qui vont faire du bien, puis d'autres qui vont donner de l'énergie. Donc ton sommeil risque d'être un petit peu problématique si tu dors avec une pierre sur l'oreiller. Mais sinon, si tu penses que c'est une bonne solution, ça peut être bien. Le nettoyer avant, ça serait aussi intéressant de le faire. Jessica, t'es jamais clair. Voilà. Alors voilà, ça c'est une petite astuce, c'est déjà cette convention. Après, je peux vous montrer un autre exercice qui est aussi assez rigolo à faire avec le pendule pour savoir si vous le maîtrisez un petit peu. Dessinez un trait, comme ça. Puis vous faites un peu des petites barres, comme ça.
Voilà. Vous avez vu, ça va dans tous les sens. Je vais prendre mon pendule qui est un peu plus voyant. Je remets un petit bout de ficelle dans la main, mon bras à angle droit, et puis le pendule, il va faire exactement le dessin, la direction de la ligne qui est faite. Et puis, ça fait non seulement la direction, mais exactement la longueur du trait. Voilà. Vous pouvez tout faire comme ça. Et si vous arrivez à faire cet exercice, si vous arrivez à faire cet exercice et que ça répond, bah, c'est que vous avez une certaine maîtrise de votre pendule. Donc peut-être que vous pouvez commencer à travailler un petit peu plus en profondeur pour connaître différentes choses, pour commencer à faire des mesures et puis affiner votre travail. Donc je vous remets le petit plan ici, si jamais. Attendez, ouais, elle est où ma souris? Voilà. Hop, je vous remets le petit plan ici si vous voulez reprendre des notes. Donc la convention du oui et du non, passez votre pendule dessus, le je ne veux pas répondre, le je ne sais pas. On peut aussi exercer le travail avec la spirale. Donc sur le même principe que les lignes, vous pouvez mettre des formes arrondies, vous verrez qu'on passe d'un côté à l'autre, il répond très rapidement. Hop, ouais, ça fonctionne assez vite. Je le passe d'un côté, il s'arrête, puis il retourne dans l'autre sens. Voilà, à peu près, il peut faire des conventions comme ça, des traits, pas de problème. Passez votre pendule dessus, tac. Et puis le point, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant parce que il y a un peu comme une impression de magnétisme qui se fait avec le pendule, ou si on est au-dessus, on pourrait avoir l'impression qu'il vire un petit peu comme ça. C'est assez rigolo à faire. Voilà. Maintenant, euh, une nouvelle partie du travail de la géobiologie, bah, c'est le travail sur des cadrans. Je ne retrouve plus mon. J'avais un petit cadran rond, je peux le dessiner, pas de problème. Il existe deux types de cadrans qu'on peut utiliser avec le pendule. Peut-être plus, moi je ne connais que deux. Donc il y en a un, c'est un cadran qui est rond, comme ça. Au-dessus, on peut le séparer en plusieurs, hein, si vous voulez faire des unités. Et on dit que là, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, mais ça peut être 10, 20, 30, 40, ça dépend de ce que vous voulez mesurer. Hein, si on veut mesurer des litres minutes ou bien la profondeur ou des choses comme ça. Et puis, vous reprenez votre pendule. Et puis là, je vais vous montrer ma petite technique que j'ai pour recevoir les informations, pour être clair, parce que j'utilise ma main. Ma main, j'utilise aussi dans mes conventions, j'utilise pour mesurer des objets. Par exemple, si je veux mesurer ma bière, eh ben, on parlera après du taux vibratoire, mais si je veux mesurer ma bière, ben, je prends ma bière dans la main. Si je veux savoir si mon téléphone c'est bien pour moi ou c'est pas bien, je le prends de la main. Et du coup, ma main me sert d'indicateur. Et donc, ça va me permettre aussi de pouvoir mesurer au loin quelque chose avec ma main. Des fois, je fais des mesures avec mon doigt parce qu'on a aussi des capteurs sur le doigt. C'est un peu comme une aiguille, si on veut bien. Et puis, ça va me permettre de pouvoir mesurer et puis d'indiquer. Du coup, ça, c'est un outil. Ça, c'est un outil. Mon canal d'information est un outil. Et du coup, avec ça, on arrive à faire des travaux qui sont assez précis. Avec le doigt que je fais de la recherche d'eau, par exemple, dans les maisons. J'avais fait une démonstration il y a pas longtemps. J'avais fait pour montrer le circuit du chauffage au sol dans une maison. En plaçant le doigt et puis en utilisant la baguette, eh ben, la baguette, elle réagit au passage de l'eau, mais c'est encore une sorte de convention qu'on pourra faire dans un prochain GeoBio Live. Donc avec le pendule, moi, je travaille avec la main ouverte. Cette main-là, elle est ouverte pour canaliser les informations, pour aider aussi, pour guider. Je ne travaille pas contre en bas, je travaille contre en haut. Et du coup, je pose ma question et j'attends les mesures, etc. Donc typiquement, si je veux mesurer quelque chose, je vais garder la main contre en haut et puis je vais passer sur mon pendule puis qui va m'indiquer des choses. Là, il va un peu dans tous les sens parce que je n'ai pas posé de questions et puis c'est un peu. Voilà.
j'ai pas tellement de choses à poser de questions avec un cadran comme ça, mais c'est une solution. Par exemple, si ça serait du taux bovis ou des choses comme ça, on peut le faire avec un cadran comme ça. Le cadran que j'utilise plus fréquemment pour mes mesures en géobiologie, c'est un cadran qui a cette forme. Voilà. On peut le faire comme ça. On peut le partager en plusieurs aussi. Et puis là, on peut mettre que ici c'est 0, ici c'est 100 par exemple. Donc ça peut être 0%, 100%. Et puis là, vous pouvez mesurer quelque chose. Ou il y a un autre système de cadran qu'on peut faire. C'est toujours avec ce demi-cercle. Là, je mets ici que c'est neutre, que là c'est bon, et que là, c'est pas bon. Voilà. Donc, typiquement, on va mesurer, je vais mesurer avec ma bière. Je tiens ma bière de la main, puis est-ce que ma bière elle est bonne pour moi? Oui, hein, ça tourne dans le bon. Voilà. Je repose, ça se met à 0. Je prends mon téléphone, est-ce que le téléphone il est bon pour moi? Ben, on voit que c'est pas bon du tout, hein, comme il tourne. Alors, je repose, ça se met à 0. Je vais prendre le stylo feutre. Est-ce qu'il est bon pour moi, le feutre? Le feutre, il est un petit peu bon pour moi, mais pas, vraiment pas très très bon. C'est plutôt quelque chose de neutre. Par contre, je vais prendre mon pendule en améthyste. Est-ce que mon pendule en améthyste, c'est quelque chose qui est bien pour moi, qui fait du bien à mes différents corps? On s'aperçoit qu'améthyste, ben oui, effectivement, c'est plutôt dans le bon, voire le très bon. D'accord? Donc là, c'est un peu le principe de calculer en bovis. Hein. Il y a souvent des personnes qui demandent qu'on leur calcule le taux vibratoire en bovis. Eh ben, le bovis, de plus en plus de personnes le critiquent parce que, en fin de compte, on s'aperçoit que le taux bovis, c'est un taux qui est difficile à comparer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va donner des informations, ce taux, mais ces informations, elles sont aussi en lien avec l'état physique de la personne. C'est-à-dire, si nous, la personne qui va mesurer, si elle est un peu moins en forme, le taux bovis, il peut être impacté par rapport au taux vibratoire qu'il va donner, etc. C'est aussi un problème d'échelle. C'est que, par exemple, comme j'avais dit, le taux bovis, personnellement, je l'utilise entre 0 et 50, on va dire, mais il y a des personnes qui le calculent entre 0 et 5000 ou entre 0 et 5 millions. Donc, du coup, quand on est sur Facebook ou qu'on parle avec d'autres géobiologues, avec d'autres personnes qui travaillent avec les taux vibratoires en unité bovis, eh ben, ça devient difficile de pouvoir comparer parce que, déjà, on ne va pas avoir les mêmes mesures parce que ça dépend de l'unité, de la santé physique de la personne qui mesure, puis ça dépend de l'échelle sur laquelle on mesure. Donc, du coup, ça devient vite compliqué de le faire. Si vous voulez utiliser le taux bovis, vous pouvez le faire, mais il faut vous assurer que vous soyez toujours en bonne santé et puis que vous utilisiez toujours la même échelle. Et puis là, ça pourra vous donner des informations. Mais vous ne pourrez pas les comparer. Voilà. Et puis, c'est comme il y a des fois, je vois des messages sur Facebook, des gens qui demandent quel est mon taux vibratoire, etc. C'est bien joli le taux vibratoire, mais vous ne pouvez pas le comparer. La personne qui a l'habitude de recevoir des taux vibratoires en millions, puis qu'on lui dit, ben, tu as 10, ça va pas donner une information plus que ça, mais ça va la mettre au fond du gouffre, et puis elle va dire, ben, je suis malade, ça va pas, etc. Donc c'est pour ça, attention à la façon qu'on a de travailler avec cette unité bovis. Et après, en fin de compte aussi, ce qui est important de savoir, c'est si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc du coup, maintenant, moi je privilégie quand je fais une mesure avec un pendule de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, ou si c'est très bien ou si c'est très mauvais. D'accord? C'est ça qui est important, c'est ça que moi je veux savoir, parce qu'à un moment donné, si je suis sur un lieu sacré et puis que je vibre, que la mesure elle est à 1 350 000 ou 1 500 000, à quelque part, qu'est-ce que ça a changé? Je sais que c'est un endroit sacré, c'est un endroit qui est puissant, qui peut recharger, etc. C'est ça qui est important comme information à avoir, et c'est ça comme information qui est importante à donner. On te pose la question, c'est oui, c'est un bon endroit, ou non, c'est pas un bon endroit. Donc du coup, je reviens à mon petit cadran. Un petit cadre comme ça, en mettant le 0, donc le neutre,
Eh ben, je sais que je suis sur un endroit qui est neutre, je demande la mesure, je mets ma main, voilà. Alors, maintenant, pour calculer avec du bovis, pour vous donner une petite, donc on en parle un petit peu. Donc, je vais faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Je n'ai pas des grands talents de dessinateur, mais je vais demander, pour pouvoir comparer, pour savoir si quelque chose est bien pour moi ou quel est le taux vibratoire pour moi, je vais demander le taux neutre. Donc je mets ma main, quel est le taux neutre, et puis le taux neutre, il est sur la barre entre 15 et 20, donc on va dire que c'est 16-17. D'accord? Sur une échelle de 35, c'est 16-17. Ma bière, quel est son taux vibratoire? J'arrive à 20. Voilà. Et puis mon téléphone, j'arrive à 10. Mais je peux faire le même travail. Bon, maintenant, je vais dire que ici c'est 0, là c'est 5000. C'est vraiment à l'arrache, hein, ces cadres. Alors ça fait 0, ça fait 1 faire 1000, 2000, ouais, on est plus haut que 5000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Voilà. Donc du coup, quel est le taux neutre? Le taux neutre, bah, il donne à 2000, à 2500. Je prends ma bière, ça augmente. Je prends mon téléphone, ça descend. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information, de savoir si c'est 3000, 5000, 10 000? Voilà, c'est pas très intéressant en fait de connaître le taux vibratoire en unité bovis ou si ce n'est que ça sert à alimenter l'ego en se disant qu'on est plus spirituel ou qu'on est en petite forme, etc. C'est de la nourriture de l'ego, j'ai l'impression plutôt sur cette unité bovis. Voilà, tac. Je reprends un petit moment les commentaires. Alors Yannick, je viens d'essayer avec mon porte-clés, j'ai une plaque en métal, je l'ai acheté à Saint-Raphaël, une vierge, trop surprenant. Ouais, alors quand j'ai pas de pendule avec moi, je le fais avec mon trousseau de clés, j'ai une petite ficelle et puis je fais un trousseau de clés parce que des fois j'ai des gens qui me téléphonent pour me demander des choses et puis du coup j'arrive à répondre un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir parce que j'ai pas forcément un pendule tout le temps dans ma poche. Voilà, ok. Maintenant, intérêt de travailler avec des cadres comme ça, je vais vous montrer un petit, un petit livre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rajouté cette caméra supplémentaire, parce que normalement, vous l'avez pas en miroir. Donc c'est l'univers du pendule, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Je pense que vous êtes tous en train, avec votre pendule derrière l'ordinateur, en train d'essayer. Je sais pas. Ok. Alors, je remets la petite caméra. L'univers du pendule, donc c'est un livre qui est assez intéressant, qui est plutôt bien fait, qui répertorie énormément de cadrans. D'ailleurs, même des petits exercices au début pour pouvoir se faire un petit peu à la formation. Vous avez vu là, en avant, en arrière, ça vous donne une façon pour réussir à travailler avec votre pendule. Parce que bien sûr que quand moi je travaille avec le pendule, je fais le vide de ma tête et puis je me connecte. Mais un pendule, je peux lui dire de faire un oui. Voilà, il va faire un oui. Ou bien il va faire un non. Voilà, je lui demande de faire un non. Et puis voilà, on arrive à le fausser aussi. Donc d'où l'intérêt de faire le vide et puis d'essayer de ne pas influencer. Voilà, différentes plages. Voilà, les tests. Voilà. Alors maintenant, en géobiologie, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le cadre comme ça. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un cadre comme j'ai dessiné juste avant.
Et puis, ah, voilà. Un cadran un cadran comme j'ai dessiné juste avant. Donc on retrouve ce demi-cercle avec des lignées. C'est marqué réseau Curie, croisement, grille globale, faille, Curie, rayonnement, lieu dénué de rayons, veine d'eau, etc. Donc je dessine ce cadran, bien je vais avec ce livre, et puis je me mets sur un endroit qui me semble un peu. Bien, je pose la question, quel est le phénomène qui est désagréable dans cette pièce, quelle est la perturbation qu'il y a dans cette pièce, et puis mon pendule, ben, là c'est moi qui fais avec la main, mais mon pendule, il va répondre directement comme ça. Donc je pose la question en haut, quelle est la perturbation à cet endroit, et puis l'information redescend par mon corps, et puis le pendule, il va m'indiquer. Puis selon ça, ben, je pourrais travailler. Donc ça marche. Voilà, là on a un cadran en unité bovis ici. Donc on peut voir que l'unité bovis, elle est entre 0 et puis là ça fait un premier cadran qui va jusqu'à 10 000, après de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000. Et puis, faire attention parce que c'est marqué comme quoi il y a certains taux qui sont 10 000 et 13 500, c'est une énergie qui est normale, et puis au-dessus, ça devient du spirituel ou des choses comme ça. Ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, le taux moyen, depuis environ 2012, il est en train d'augmenter. D'accord? Donc, le taux vibratoire planétaire augmente d'année en année. Donc, si en 2012, on était autour du 13 500, si on veut comparer, maintenant, je suis plutôt autour du 18 000. D'accord? Si je pense à cette échelle et puis que j'essaie de comparer, d'essayer de faire quelque chose, on est plutôt autour du 18 000. Donc, si quelqu'un vibre à 18 000 maintenant en 2020, ça veut dire qu'il est neutre. Ça ne veut pas dire qu'il est spirituel ou qu'il est malade. C'est dire qu'il est neutre. Voilà. Si à 19 000, ben, c'est encore quelque chose de normal. Et puis à 25 000, ça commencera à être quelqu'un qui est spirituel, ou bien quelqu'un qui, plus haut, c'est quelqu'un qui va partir de la médiumnité ou de la spiritualité. Puis plus bas, ben, ce sera des personnes qui seront plutôt cartésiennes, plutôt fermées ou plutôt malades. Donc, c'est important de faire très attention à cette échelle. C'est pour ça que moi, je travaille plutôt avec le biochamp et avec les pourcentages, puis avec mon corps, plutôt qu'avec l'unité bovis. Voilà. La semaine passée, on m'avait posé la question comment calculer les débits et les profondeurs. Eh ben, on peut le faire aussi via un pendule avec ce même système de cadran. Donc, la même chose, on se pose sur un endroit neutre, je mets la main ici, je me mets avec les pieds sur l'endroit, et puis je me connecte, et puis je demande quel est le nombre de litres par minute qui est dessous. Alors du coup, moi j'arrive à zéro, parce que dessous j'ai mis un radier particulier avec un mur pour éviter qu'il y ait l'eau qui passe, etc. Parce que je suis dans le fond de ma cave, et puis je sais comment ça se passe. Donc normalement, il n'y a pas d'eau dessous ma maison. Et puis, la même chose, quelle est la profondeur de la nappe d'eau découverte? Bah, tac, ça me met aussi un zéro. Voilà, simplement. Mais je pourrais essayer de le fausser, et puis voilà, là j'essaie de le fausser, et puis je dis qu'il y a, allez, on va dire 120. Ça, c'est moi qui le fais mentalement. Ok? Je relâche, et puis il revient à zéro. Là, je fais le vide de ma tête, puis il revient à zéro. Voilà. Ok? C'est pour ça qu'on peut fausser, mais jusqu'à un certain point. Et puis après, ben, il y a différents cadrans. On peut calculer les taux de pollution de l'eau. Donc là, c'est quand même un peu plus intéressant de savoir qu'il y a de l'eau qui est polluée ben, à 0% parce que je n'ai pas d'eau sous ma maison, sous mes pieds où je suis. Puis on peut aller un petit peu plus loin avec le pH, etc. La même chose avec les chakras. Voilà, les prévisions météorologiques. Alors ça, j'avais essayé. Ça n'a jamais marché. J'ai essayé, j'ai jamais réussi à faire les prévisions météorologiques. Voilà, je suis pas une Madame Irma. Voilà. Donc après, il y a les fleurs de bac, il y a différentes choses, il y a la médecine, il y a les êtres de lumière, de modèles qui sont là dans les présences, etc. Donc avec ces cadrans, ça peut être très large. Hein. On peut partir de quelque chose de très concret en demandant quelle est la perturbation qu'il y a, si c'est une pollution dans le sol, si c'est de l'électrophog, si c'est quelque chose qui est des lignes à haute tension, des choses comme ça. On peut demander s'il y a des entités. Et puis après, on peut demander si c'est de la mémoire des murs, si c'est de la mémoire du sol. On peut commencer à questionner comme ça. Et puis, une fois qu'on a une réponse, ben, on approfondit.
Si vous voulez approfondir, savoir quelle entité c'est, eh ben, faites très attention déjà, hein. Et vous pouvez déjà demander si c'est quelqu'un qui nous veut du bien ou quelqu'un qui nous veut du mal, si c'est plutôt dans le positif, plutôt dans le négatif, et puis agir selon. Mais ça, c'est un job, hein. Faut pas faire du tout et n'importe quoi. Je fais pas revenir des gens, des morts et tout ça, je les interroge pas. Je viens qu'il y a une entité, je demande à la source si je peux la faire partir. Et si la réponse elle est oui avec le pendule, eh ben, je la fais partir. Et si la réponse elle est non, eh ben, je la laisse ici, c'est que son travail n'est pas encore terminé, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire, ou bien qu'il y a encore une raison pour qu'elle soit là. Donc c'est important aussi pour moi dans la géobiologie de ne pas forcément jouer au Karcher, mais de laisser les énergies là où elles sont ou là où elles doivent être, parce qu'il y a une raison à tout. Donc, toujours travailler sur du questionnement, sur du oui et sur du non, pour être dans le juste et pas s'attirer trop de problèmes. Ça fait partie de ma façon de me protéger aussi. Parce que forcément, quand on travaille dans l'invisible, on doit penser aussi à sa propre protection, à la purification des choses, etc. Donc, du coup, agir avec le questionnement à la source, parce que pour moi, ma croyance, je questionne la source, et ben, ça me permet de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir un certain libre arbitre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire comme chose? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser les questions parce que là, je commence gentiment à refaire le tour de tout ça. Le pendule, c'est un chapitre qui est très intéressant. On peut développer énormément de choses, mais la base, elle est toujours la même en fin de compte. Donc, c'est comme on avait dit la semaine passée, c'est important de connaître son intention. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, être clair avec ça. La convention, si je veux un oui, dans quel sens ça tourne, etc. Et puis, se faire confiance. Parce que dans ce monde-là où on n'est déjà pas trop sûr de tout ça, etc., si vous-même, vous ne faites pas confiance aux informations que vous recevez, ben, ça ne veut pas jouer, hein. C'est vite vu. Personne ne va pouvoir vous influencer pour vous dire que c'est juste ou que c'est faux de l'information que c'est reçu, vu que c'est entre vous et vous-même, si on veut bien. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, et comme ça, plus vous aurez confiance en vous et aux informations que vous avez, plus forte votre intuition sera. Parce que quand on parle de médiumnité, on parle surtout d'intuition, de l'information qui vient, parce qu'on a différents capteurs, différents clairsens, si on veut bien. Et tout ça, ça nous permet de recevoir des informations. Et si on n'a pas confiance, si on doute de nous-mêmes, on pourra pas. Ce sera difficile de travailler et d'avoir des réponses qui sont vraiment sûres. Donc, intention, convention et confiance, je pense que c'est le maître mot à retenir pour ce travail de l'invisible, qu'on travaille avec le pendule, qu'on travaille en géobiologie. Voilà. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a encore des gens? Voilà. Je mettais des petits trucs. Des petits pauses bêtes. Manipulation, tac, 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 intention, convention. Déjà, il nous fait le tour de tout ça. Donc, je profite de refaire un petit peu de promo pour les petits pendules en bois qui tournent très très bien. Pas de problème. Ils sont en bois de buis. Donc, un buis, c'est un arbre qui est très rare dans la région, qui vient plutôt du sud de la France. Et il y en a dans la région au-dessus de la Sarraz et de Ferrer, c'est la région où j'habite. Et c'est du bois qui est joli, qui a des jolis petits dessins. Voilà. Puis, moi, je les fabrique dans mon atelier qui est juste là derrière avec mon petit tour à bois. Alors, j'arrive justement au bout. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc c'est soit que vous êtes complètement dans le jus, soit que j'ai été assez clair. On verra bien. Dans tous les cas, si vous voulez faire un petit geste de remerciement, de soutien pour les jeux BioLive que je fais, ou bien pour le partage, ou bien faire un don, je vous ai mis aussi dans les liens mon Twint et puis le PayPal et les références. Si vous voulez faire un petit geste, que je vous remercie déjà, parce qu'il n'y a vraiment aucune obligation, que je le fais avec beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir une petite récompense et puis de savoir que ça plaît à des gens. Et puis voilà. J'utilise depuis longtemps le feng shui, la biologie se rapproche de cette technique. Alors, Fredo,
Je te remercierais de regarder mon premier GeoBio Live où j'ai expliqué comme quoi la géobiologie, c'était la science ou l'art mère de Feng Shui. Le Feng Shui est un art qui est très cartésien, avec du yin et du yang, avec un sens géographique de l'emplacement des choses. La géobiologie travaille, est une base du Feng Shui parce qu'elle utilise ces zones, mais elle utilise également tout le domaine invisible, tel que les entités, le passage d'arbres, le nettoyage, les pollutions du sol, les pollutions des murs, les pollutions atmosphériques, l'électricité, etc. Donc oui, il y a un lien entre le feng shui et la géobiologie. Géobiologie, il y a deux écoles. Il y a une école qui est très technique, avec des outils, avec des mesures en hertz, etc., qui sont très précises. Et puis il y a une école qui est ésotérique, qui accepte aussi d'utiliser la technique, mais qui va travailler sur des croyances ésotériques avec justement ces présences, ces entités à faire passer, etc., qui baissent le taux vibratoire, qui vont influencer, etc. Voilà. Oui, alors je te remontre le petit bouquin, L'univers du pendule. Je, voilà, bah, il est là, sur cette caméra-là. Voilà. Voilà, tac. J'espère qu'il n'est pas au miroir. Voilà. L'univers du pendule. Il est super bien pour débuter. Super bien pour débuter, mais prenez-vous pas la tête parce que les cadrans, eh ben, on peut les faire très facilement sur une feuille de papier. Et puis à vrai dire, maintenant, j'utilise plus de cadrans personnellement parce que j'ai ma convention mentale où j'arrive à visualiser un cadran et puis du coup, je mets mes petites informations à l'intérieur visuellement. Et puis du coup, ben, j'arrive à détailler. Mais pour débuter, ça vous fait un petit support, ça vous donne des informations. Puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il y a, de toutes les pollutions qu'il pourrait y avoir, etc. au début. Donc c'est bien d'utiliser ce petit bouquin pour débuter. Et dans ce bouquin, il y a des références aussi pour tout ce qui est médical, donc tout ce qui est fleurs de bac, tout ce qui est huile essentielle, savoir combien il y a de gouttes à mettre, etc. Mais voilà, moi je le fais pas. Le médical, j'y connais pas grand-chose. Les fleurs, j'y connais vraiment, vraiment pas grand-chose non plus. Et du coup, faites toujours attention quand vous faites ces mesures, quand vous utilisez ces bouquins, etc. Et puis surtout, c'est quand vous testez, ben, que ça soit pas dangereux pour vous, hein, simplement. De rien, avec plaisir. On trouve des cadrans sur Google. Exactement, Joël. Ouais, oui, il y a plein de cadrans différents sur Google. Alors, c'est difficile de trouver un cadran qui est vierge sur Google. Il y a toujours des inscriptions qui sont mises dedans. Donc, du coup, voilà, on peut faire avec la main sur une feuille blanche, comme je vous ai montré juste avant. Alors, les questions commencent à arriver. Comment tu te protèges un peu plus concrètement et se nettoyer après une intervention, rituel, méditation particulière? J'en connais un qui se plongeait les mains d'un terre pour se nettoyer. Ouais, alors, là, on va parler un petit peu d'ésotérisme, puis un peu de mes croyances. Quand je fais une intervention dans un endroit, déjà, je le fais à distance. Quand j'arrive à un endroit, en fait, je suis déjà venu. Euh, dans ma tête, je suis déjà venu. J'ai déjà fait un petit peu des repérages à distance quand on demande mon intervention. Donc, je travaille toujours sur une demande. Ça me permet d'avoir le libre arbitre. Donc, je travaille sur une demande, il y a une demande d'intervention à quelque part, donc j'avertis à la personne comme quoi je vais me connecter, je vais un peu regarder quelques jours avant. C'est ce qui fait aussi souvent que quand j'arrive, il y a déjà une partie du job qui a été faite. C'est que là en haut, ils savent quand il y a un géobiologue qui va arriver, si on veut bien voir nourrir l'ego, etc. Mais c'est qu'à distance, il y a déjà un petit job qui se fait. Et puis souvent, quand on arrive, ben, il n'y a plus de perturbations, elles sont cachées ou des trucs comme ça, donc c'est un petit peu, voilà. Ça, c'est dans mon job de connaître ça et puis d'y faire attention. Donc déjà, je me connecte à l'endroit, je dis que je vais venir, etc. Donc des fois, il y a déjà des choses qui partent un petit peu. Au niveau de la protection, c'était très important pour moi, je l'ai fait un peu malgré moi, mais d'aller faire une introspection assez importante pour réussir à comprendre les failles que j'avais en moi. Hein, on peut dire ça comme ça, parce que aussi bien dans la lumière que dans le sombre. Hein.
C'est c'est important de réussir, pas forcément à colmater ses failles, mais à être assez solide et à bien comprendre qu'est-ce qui nous alimente. Et du coup, faire une introspection assez profonde, où je peux dire que je l'ai un petit peu chié quand même, eh ben, c'était une façon de me protéger parce que je laisse plus la possibilité aux forces sombres de venir m'emmerder. Donc du coup, c'était une première chose. Après, quand je viens dans un endroit, je demande la protection aussi. Eh ben, on est toujours dans l'ésotérisme, donc je demande la protection de mes guides, des anges, des archanges, d'anges gardiens, ça dépend de quoi on pense, mais je demande de la protection. Et puis, quand je suis à un endroit, je demande au gardien du lieu d'être bienveillant, puis de m'indiquer les perturbations, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est voilà, tout un système en connexion avec en haut, etc. Et ça me permet déjà d'arriver en étant plus ou moins sûr, plus ou moins serein. Après, je suis allé des fois dans des endroits qui étaient assez chargés. Puis au début, c'était difficile pour moi de ne pas attirer des entités et qu'elles se collent à moi. Donc du coup, j'utilisais des pierres. L'obsidienne, par exemple, c'était une pierre que je mettais dans ma poche. J'allais dans les endroits, je savais que ça allait être un petit peu lourd, un petit peu chargé. Et ben, j'ai une certaine croyance dans la lithothérapie, donc du coup, je mettais des pierres dans mes poches, ce qui me permettait aussi de pouvoir travailler et puis d'avoir une certaine protection. Après, par rapport au nettoyage, maintenant, j'ai une convention de nettoyage que je fais quand je dors. C'est bête, hein, mais j'ai une convention de nettoyage que je fais quand je dors. D'ailleurs, je la ressens des fois la nuit où j'en rêve. Mais au début, je prenais des bains de sel aussi, où j'ai ma collègue qui travaille à la Nouvelle Lune qui faisait des super sels de nettoyage et du sel qui était vibré avec des bols, avec des huiles essentielles, et puis ils mettaient des petites fleurs dedans pour que ça sonne bon. Et du coup, au début, vraiment pour me purifier, pour me nettoyer, pour arrêter d'avoir ces choses qui me collaient en moi, parce que j'ai pas fini mon travail d'introspection. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas encore terminé, mais que voilà, c'est un petit peu, j'ai un peu resserré les mailles. Et du coup, ben, je prenais un bain à l'eau chaude où je versais une quantité de sel purifiant dedans, et puis toujours avec un système de demande où je faisais le nettoyage. Donc, du coup, comme ça, j'avais de la protection via mes pierres, mes croyances et mon introspection, et puis un système de purification qui se fait physiquement avec du sel et aussi spirituellement avec ma façon de demander les choses dans mon sommeil. Voilà. Alors, après, c'est libre à chacun, hein. Ah oui, puis le travail, la méditation. Et la méditation, maintenant, je médite beaucoup moins parce que j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre dans un état méditatif pour pouvoir comprendre les choses. Donc avant, je méditais beaucoup pour faire de l'enracinement, pour faire de l'ancrage, parce que on ne peut pas s'élever spirituellement si on n'est pas ancré. C'est le principe de l'élastique, hein. Si tu veux monter, tu es obligé d'être bien ancré en bas. Si tu es tout le temps en haut, bah, tu restes en haut et puis tu n'es pas ancré, c'est un petit peu compliqué, mais tu vas faire que du yo-yo. Puis si tu es vraiment tout le temps en bas, et ben, bah, tu restes en bas. Donc du coup, c'est un équilibre à trouver via la méditation, à bien s'ancrer et puis à être en haut. Puis comme ça te fait la verticalité, si on veut bien. Puis maintenant, bah, j'ai un peu plus de facilité à trouver cette verticalité et puis cette connexion. Donc, du coup, la méditation en particulier, j'en fais plus trop. Je suis plutôt dans un état méditatif ou un état de relaxation pour réussir à recevoir les informations, dans un alignement, si on veut bien. Alors, plonger les mains dans la terre, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont fusé les pierres de lithothérapie dans la terre pour les purifier, c'est aussi un système. C'est ce que j'ai fait avec une pierre qui était, une fois qui a pété dans ma poche. Euh, elle n'a peut-être pas accepté le choc ou la charge d'énergie qu'il y a eu, puis elle a pété dans ma poche. Et puis, du coup, j'ai pris cette pierre et puis je suis allé la mettre dans un endroit qui me parlait. Puis je l'enfuis sous la terre, comme ça, ce qui vient de la terre retourne à la terre. Et puis, je trouvais que ça terminait la boucle et puis que c'était assez facile pour. Voilà, c'était le cycle en fin de compte. J'avais aussi trouvé un mini programme gratuit à télécharger pour créer ses propres cadrans. Oui, ouais, bien sûr, ça existe. Il y a même un système informatique qui va faire les cadrans avec des tranches qui sont très très propres. On peut mettre entre une et 12 tranches, etc. Ça fonctionne aussi, bien sûr, imprimé. Plus qu'imprimer au suite de la classe. Il y a un super site de création de partage de cadrans, ça s'appelle subtil.net. Oh, je ne le connais pas, cool.
Merci Alex pour le lien. Voilà. On est exactement à 1h04 de live. C'est l'heure de boire une petite bière. Chopez tout le monde. On boit une petite gorgée. Je vais rester encore un petit moment pour s'il y a des questions. N'hésitez pas, je suis là. Dites-moi si vous voulez que je traite d'un sujet particulier pour un prochain BioLive, si ça vous plaît, si ça vous intéresse toujours. Merci Fredo. Ah, Tienne aussi. J'espère que tu en as ouvert une. Hein. Voilà. Alors, dites-moi si vous voulez que je traite d'un prochain sujet pour le JOBio Live j'aimerais bien en refaire un mardi prochain. S'il y a un sujet particulier qui vous parle, j'évolue comme ça, plus j'évolue, et euh, plus il y a de personnes plus il y a d'hommes qui deviennent médiums et qui ont de la peine à l'assumer. Et c'est vrai que quand on parle de médiumnité, on a plutôt tendance à penser à une polarité féminine. Et je trouve intéressant peut-être de travailler de parler de cette polarité masculine parce que du coup c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer puis à assumer et à oser s'exprimer de ça, à oser en parler et tout ça alors que en fin de compte on est beaucoup d'hommes à être médium, à avoir cette sensibilité, à avoir cette petite finesse, à avoir ces compétences qui sont en développement. Alors, dites-moi si ça vous parle, si on souhaitait qu'on traite du sujet. J'avais assisté il y a quelques années, ouais, maintenant 2 ans, à une conférence sur le passage d'armes avec une polarité féminine. Ce qui m'avait surpris, c'est que moi aussi je fais partie des passeurs d'armes, et puis ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de similitudes, il y avait beaucoup de points communs, mais ce n'était pas le même chemin. C'était assez drôle, assez étonnant de voir ces similitudes, mais par des chemins différents dans le passage d'armes aussi. Et le passage d'armes fait partie de la géobiologie, c'est aussi une des branches de la géobiologie par rapport au nettoyage et à l'harmonisation. Alex, tu me dis, ah bah, c'est un bon sujet sur la médiumnité, au cas où. Ouais, je pense qu'on est de plus en plus sur ce live aussi d'hommes. Alors, c'est facile de se montrer, hein, géobiologue, c'est quelque chose de relativement technique, il y a des outils, etc. Mais cette sensibilité, elle est un peu plus difficile à afficher, et puis oser s'exposer auprès de ses proches, auprès des gens, et puis se dire qu'on a des informations. C'était plutôt quelque chose qui était réservé à la polarité féminine. Je ne vais pas faire de généralité, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de ça. Ça aussi, c'est un bon sujet, le passage d'armes. Ouais, ben, le passage d'armes, oui, bien sûr que c'est un bon sujet. On pourrait en parler pendant des heures de ce passage d'armes. On est beaucoup maintenant sur Terre à être ces passeurs d'armes, à se découvrir passeurs d'armes ou à se redécouvrir passeurs d'armes avec plein de techniques qui sont différentes aussi pour passer pour le passage d'armes. C'est vrai que la médiumnité, on pourrait aussi en parler des différences de clairsens, hein, la clairvoyance, le clair-odorat, le clair toucher, clair information, etc. C'est cruellement injuste d'être un homme parce qu'on a beaucoup moins de clairvoyance et de clair oui que les femmes. On est plutôt dans la clair information. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important à souligner, puis à ne pas s'inquiéter si jamais nous on ne voit pas les choses. C'est juste on a autre chose. Voilà. Ouais, ça peut être aussi intéressant de travailler la méditation, mais je suis de loin pas un expert en méditation, hein, malheureusement. Je suis pas un expert en méditation, je suis pas un maître yoga, ou je sais pas comment on appelle ça. Par contre, une petite technique qui est intéressante, c'était de garder un œil ouvert, ou de fermer juste un petit peu les yeux, et puis de faire attention. Mais en fin de compte, c'est aussi intéressant de réussir à se relaxer via la méditation, puis après à s'endormir. Enfin, rien de grave, hein. Je faisais de la méditation pleine conscience. C'était intéressant cette méditation pleine conscience. J'avais téléchargé une application qui s'appelait Mind.
Et bon, mis à part l'accent québécois du monsieur, c'était super, super intéressant parce que c'était vraiment dans un système de mes premières méditations. Et c'est ça qui m'avait un petit peu appris certaines choses. Et puis l'accent québécois faisait que je ne m'endormais pas. C'était c'était pas mal. Après, j'ai essayé aussi des méditations avec en plaçant des pierres autour de moi, ça me parle un peu moins. Mais en fin de compte, sentez-vous libre de méditer comme vous le voulez. Et puis si vous vous endormez, bah, tant mieux, c'est que vous êtes relax, c'est ça qui est important. Au niveau des émotions, c'est aussi vivre ses émotions, c'est de réussir à les identifier, à les vivre, puis à les laisser partir. C'est aussi apprendre à faire en sorte que nos petites pensées parasitaires partent pour réussir à garder la grosse pensée et puis la pensée principale. Puis voilà, vraiment, sentez-vous libre, soyez tranquille, quoi. Faites selon votre intuition et arrêtez de vous poser des buts. Il faut absolument que je réussisse à méditer, il faut absolument que je réussisse à arriver au bout de ça. Quelle est la meilleure technique, quel est le meilleur truc? Écoutez-vous, vous avez tous les réponses à l'intérieur de votre corps. Via le canal, via les informations que vous recevez, vous avez la solution qui vous convient. C'est ça qui est important. Suivre votre intuition et puis après, regardez des lives Facebook. Voilà, des fois, il y a des bonnes informations qui passent. Je regardais aussi souvent la chaîne YouTube qui s'appelle Tistria, que j'ai déjà parlé la dernière fois. Cette chaîne-là, j'avais trouvé des super bons sujets, des très bonnes informations. Il y a d'autres chaînes qui existent sur YouTube qui sont aussi très bien, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bien. Prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Écoutez votre vibration intérieure. Quand ça vibre le juste, c'est que c'est juste. Quand ça vibre moins ou que ça vibre pas, c'est que ça vous parle pas. Prenez pas. Voilà. Sentez-vous libre. Écoutez votre vibration intérieure. Il n'y a que comme ça que vous saurez si c'est juste. Et puis ayez confiance dans votre vibration. C'est ça qui va vous indiquer le juste du faux. Ok? Ouais, alors se centrer, c'est quelque chose qui est difficile. Tu peux faire une harmonisation des. Ça, c'est le petit cadeau bonus. Est-ce que vous avez trouvé cette planche sur Internet? Hein, la planche qui s'appelle les chakras. Tac. Prenez ça. Voilà. Alors, vous n'avez pas le temps de l'imprimer tout de suite pendant que je fais la démonstration, mais si vous voulez travailler un petit peu sur vous-même, ça peut être intéressant de faire ça. Tac. Alors, je sais qu'il y a des gens qui mettent là en bas un petit bout de papier avec le nom de la personne ou qui écrivent moi-même. Ben moi, je demande l'harmonisation de mes chakras en fin de compte. Et puis, en fait, là, vous allez savoir où j'ai en faisant ça, vous allez savoir où j'ai des blocages de chakras. Mais en fin de compte, je mets ma main comme ça, puis je demande l'harmonisation des chakras pour le rouge, le premier. Tac. Massage. Le orange. Ah, il est un petit peu en dessous. Tac, et ça, le jaune. Ça va pas trop mal aujourd'hui. Le vert. Voilà, je demande l'harmonisation du vert. Harmonisation du bleu. Indigo. Vert. Bon ben, ce soir je peux frimer, il y a tout qui est bien aligné, bien, bien droit. C'est pas forcément le cas, mais disons que si on veut forcer un petit peu le truc, vous demandez pour vous-même, eh ben il va tourner dans un moment, puis après il va tourner dans l'autre, comme ça. Et puis vous attendez que c'est fini de tourner, puis ça va vous faire l'harmonisation de votre corps. Donc c'est pas très très compliqué dans ce sens-là, quoi. Vous faites chakra par chakra, vous pouvez faire le matin, puis ça permet un petit peu de se recentrer le matin, de le faire ça, d'être concentré, et puis de le faire. C'est une petite technique comme ça au passage. Voilà, j'ai posé la feuille. Il y avait ça. Ah, j'ai encore eu une information. C'était quoi? Par rapport au travail avec les chakras. Hmm. Ce qui arrive aussi souvent, quand je prends mon pendule puis que j'ai commencé à le travailler, au début, il va tourner dans un sens, après il s'arrête, hop, il tourne dans l'autre sens, puis après il s'arrête. Une fois qu'il s'est arrêté, pour moi, ça veut dire qu'il est prêt à travailler. D'accord?
On peut aussi demander, si on hésite entre deux pendules, quel on va prendre pour la journée, tout ça, on prend un pendule, puis on lui dit, est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi aujourd'hui? Puis s'il fait oui, bah oui, puis s'il fait non, bah on passe à l'autre. Hein, vous pouvez demander à votre outil s'il est d'accord de travailler aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas, il est pas OK aujourd'hui, ça joue pas, il n'est pas de bonne humeur. C'est une possibilité aussi de le faire. Ça dépend des croyances des gens. Des fois, quand j'ai pas la réponse qui me convient, je me dis, tiens, mon pendule, il réagit pas comme d'habitude, bah, je lui pose juste la question s'il a envie de bosser aujourd'hui ou pas. Et puis, bah, des fois, c'est non. Et du coup, je prends un autre, et puis je le reprends plus tard, et puis après, il dit oui. Voilà. Voilà. Ouais, tip top, bonne idée. Je sais pas quelle idée était tip top, mais voilà. Ok, je laisse encore quelques dizaines de secondes pour des questions, et puis ben, sinon, je vais gentiment mettre la fin à ce live. Là, j'arrive au bout de ma bière, donc forcément. Voilà. Ah, les chakras, ouais. Oui, Laurence. Donc Laurence, elle pose la question si on peut faire l'harmonisation pour les autres de cette manière. Oui, oui, comme j'expliquais, bah, tu prends sur cette feuille-là, tu mets un petit bout de papier avec le nom de la personne, avec l'adresse par exemple, et puis, bah, étant donné que c'est ton corps, ton corps, qui est l'outil de communication qui va recevoir la demande de la personne, parce qu'il faut toujours travailler sur la demande, hein, c'est important de pas, parce que c'est un peu le garde-fou. Quand on connaît ces techniques, des fois on a envie d'harmoniser le monde entier, et les choses doivent se faire. Donc, on va pas partir dans une idée de personne sauve, on va pas jouer au sauveteur, quoi. Donc, du coup, gardez le libre arbitre, agissez uniquement sur la demande, et puis demandez là en haut si c'est faisable ou bien pas. D'accord? Les choses doivent se faire, c'est très important. Et une fois que vous avez l'accord, et de en haut, et de la personne, eh ben, vous pouvez commencer à écrire le nom de la personne en bas de la feuille, et puis, via vos conventions mentales, dire que vous voulez harmoniser les chakras de la personne qui est là en bas, l'information part contre en haut, et du coup, vous devenez plus le récepteur, mais également l'émetteur, et puis ça travaille dans le système de canal. Dans ma façon de croire, hein, bien sûr. Bonne soirée, Jessica. Avec plaisir, Joël, merci. Oui, Marie-Laure. Il faut toujours demander la demande. Je fais toujours deux demandes. Je demande. Quoi? Je ne fais pas de demande, c'est que j'attends qu'une personne me demande de faire quelque chose, d'agir. Je ne vais pas agir si j'ai pas de demande. Et je fais la demande si l'un ou aussi, s'ils sont OK. Parce que si l'un ou l'autre est pas OK, eh ben, il y a des raisons. C'est important de respecter ces raisons. Ciao Fred, à bientôt. Merci d'être venu. Voilà. Les choses doivent se faire. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe maintenant avec cette catastrophe sanitaire. C'est qu'à quelque part, il y a un boulot qui doit se faire et puis une prise de conscience collective peut-être. Je dis ça comme ça. Non, pas jouer au sauveur. Voilà, si vous avez encore des petites questions, j'attends, je reste en ligne. Proposez-moi des petits sujets à traiter pour le prochain Jeu Bio Live. Traiter de la médiumnité, ça peut être intéressant, mais c'est un sujet qui est tellement vaste et puis un sujet qui est tellement propre à chacun que c'est difficile à traiter et puis à être assez précis. Et puis si on fait des globalités, ça ne va pas convenir à tout le monde parce qu'on a tous une façon différente de voir la chose et puis on est tous sur un chemin spirituel qui a peut-être différents niveaux. Et du coup, les informations que je donne, ben, elles ne seront pas forcément d'accord avec votre chemin, comme
mon niveau sera peut-être pas en accord avec quelqu'un qui est plus développé spirituellement, puis je dirais peut-être beaucoup de bêtises. Ça me pose pas trop de problème de raconter des bêtises, mais ça m'embêterait de vous induire, vous, sur un mauvais chemin. Ou sur un chemin qu'il ne comprend pas, parce que, voilà, arriver, puis parler de médiumnité, de développement de capacité, et puis de dire des choses à des personnes, c'est pas facile à faire, parce que, surtout par Internet, parce qu'on n'est pas, on n'est pas forcément en lien. Et du coup, je ne suis pas là pour voir les émotions des personnes, comment elles réagissent et tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'en général, quand je me branche en médiumnité, il y a des messages qui arrivent. Et puis, voilà, faut que si la personne est là, c'est plus facile à gérer. Avec plaisir, Caroline. Voilà. Donc, encore une petite question. Ouais, c'est juste, Alex. Donc, Alex, il dit, ce qui peut être intéressant, c'est mon témoignage de la médiumnité. Après, chacun prendra ce qui lui convient. Oui, oui, c'est juste aussi de voir comme ça. J'avais pas pensé. Ça, juste pour peut-être vous raconter mon histoire. Je sais pas si ça intéresse des gens que je raconte mon histoire, que je tienne le crachoir pour de 1 heure. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et on rejoint dans cette idée de médiumnité avec une polarité masculine. Pourquoi pas. Ciao Marie-Laure, bonne soirée aussi, merci. Voilà. Bon, je vais aussi m'en aller, je crois. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi pour cette soirée-là, d'être fidèle au poste pour ce deuxième GeoBio Live. Pensez à moi si vous voulez faire un petit print, un PayPal, un soutien, un partage, un remerciement ou quoi que ce soit, c'est toujours agréable. Comme ça, je peux aussi investir dans un petit peu plus de matériel. Vous avez vu que j'ai une deuxième caméra, même une troisième, j'utilise la webcam. Je me suis un petit peu formé cette semaine aussi pour réussir à travailler avec ce logiciel de streaming que je ne connaissais pas du tout à la base. Et puis c'est vrai que c'est toujours motivant, ça me fait vraiment énormément de plaisir de voir tout le monde qui est connecté, qui passe le soir, qui pose des questions. Peut-être que je vais développer un petit peu plus pendant la semaine, essayer de faire des posts Facebook où vous pouvez poser vos questions. Comme ça, j'arriverai au prochain reportage avec déjà quelques directions à suivre. Parce que là, je le fais vraiment au feeling, comme je le sens. Donc voilà, cool. Bonne soirée, Alex. Merci, Charles, ça me fait plaisir pour l'unité, ton authenticité. Ouais, cool. Merci à toi. Bonne soirée, Joël, Richard. Et puis, voilà, à tout bientôt. Passez une belle soirée, restez en pleine forme, c'est super important. Et on se voit tout bientôt. Je vais essayer mardi prochain de faire un petit live. On reste en contact. Et puis, voilà, à bientôt. Allez. Ciao, ciao.